Bonsoir, à la une de cette édition, la prise de contact du médiateur de la République avec les présidents des autres institutions. Mohamed Saïd Fofana s'est rendu ce jeudi dans 4 endroits différents à découvrir dans cette édition. La lutte contre les accidents de route, une campagne de sensibilisation est lancée pour appeler tous les acteurs à plus de civisme. Le programme s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au secteur des transports. Première partie de la relance du dossier d'Emoudoula, la nature commence à respirer, le couvert végétal est en train d'être restauré. Ce soir, le département de l'environnement fait le point sur ce qui est déjà acquis. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ce jeudi dans la question relative à l'organisation du Hajj 2018. Compte rendu, Bernard Tonguidon. Autour du président de la République, les membres du gouvernement débattent des dossiers et projets en cours d'exécution dans l'administration publique. D'entrée de jeu, le chef de l'État exprime l'attention particulière qu'il accorde à certains sujets d'intérêt national. Il s'agit notamment de la bonne organisation du Hajj 2018, la lutte contre l'occupation anarchique des zones réservées, la poursuite de l'opération d'identification biométrique des fonctionnaires. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a convoqué une réunion relative à la finalisation des préparatifs du Hajj 2018. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire de prendre les mesures nécessaires pour l'arrêt des constructions et des aménagements anarchiques sur les flancs des collines de Kaka et dans les zones similaires. Le président de la République a invité le ministre en charge des Affaires étrangères à préparer les accords de coopération en attente de ratification afin de les déposer lors de la présente session à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des accords avec les Émirats arabes unis prévoyant des exemptions de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service et une facilitation pour les passeports ordinaires. Le chef de l'État a instruit les ministères en charge de l'éducation, de la fonction publique, de l'administration du territoire et du budget d'apporter leur pleine coopération à l'opération d'identification biométrique des fonctionnaires en cours d'exécution. Cette opération s'impose afin d'identifier les enseignants en situation de classe sur l'ensemble du territoire national. Après les instructions du président de la République, le chef du gouvernement introduit le compte rendu de la dernière session ordinaire du Conseil interministériel. Plusieurs chefs de département font le point sur les dossiers en cours d'exécution dans leur ministère. L'accent est surtout mis sur des acquis et défis à relever par l'administration. Sur le plan de la coopération internationale, les conclusions de la première session de la Commission mixte de coopération Guinée-Émirats arabes unis sont présentées par le ministre des Affaires étrangères. Le secrétaire général des Affaires religieuses explique le niveau d'avancement des préparatifs du Hajj 2018. Les 9000 pèlerins guinéens seront transportés par la compagnie Ethiopian Airlines. Le départ du premier convoi pour la Mecque est annoncé pour le 24 juillet 2018. Des dispositions soumises à la validation du gouvernement. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve la date du 16 avril 2018 comme date de lancement des inscriptions au Hajj 2018. 2. Le Conseil demande au ministre en charge de l'administration du territoire d'instruire les autorités décentralisées et déconcentrées de prendre toutes les dispositions pour l'identification des enseignants en situation de classe par niveau, par école et par collectivité. Au titre des divers, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a informé de la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, ce 22 avril 2018, le Conseil des ministres. Cet exercice, le chef de l'État a reçu en audience le ministre togolais des Affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur le conflit en Guinée-Bissau. En effet, Robert Ducé est venu faire un compte-rendu de la mission qu'il a conduite à Bissau. Suivez.
Médiateur de la CEDEAO dans la crise bissau-guinéenne, le président Alpha Condé a dépêché une délégation de haut niveau au pays d'Amilcar Cabral pour réconcilier les parties en conflit. Le ministre togolais des Affaires étrangères, qui a conduit cette délégation mercredi 11 avril 2018, est venu rendre compte aux locataires du palais Sékou Toureya. Nous sommes venus rendre compte de notre visite, notre mission officielle que nous avions effectuée hier en Guinée-Bissau. Le président en exercice de la CEDEAO, le président Faure Gnassingbé, nous a demandé, avec le président Alpha Condé, médiateur dans la crise en Guinée-Bissau, accompagné du président de la commission de la CEDEAO, de nous rendre à Bissau pour faire une évaluation de l'évolution de la situation politique dans ce pays en vue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui aura lieu ce samedi 14 à Lomé. Donc nous sommes venus rendre compte au président, le professeur Alpha Condé, qui est médiateur pour la Guinée-Bissau, des résultats que nous avions obtenus hier, et nous espérons que lors du prochain sommet de Lomé, certaines décisions seront prises par la conférence des chefs d'État. C'est la preuve, s'il en est besoin, que la CEDEAO a fait d'énormes progrès en son sein en matière de règlement pacifique des conflits. Autre audience, le président de la République s'est entretenu avec un député européen. Il était question de l'engagement de l'Union européenne dans le financement du projet de réhabilitation du barrage hydroélectrique de Garafiri. Mohamed Lamine Souba. Avec cette bonne nouvelle, le président de la République, professeur Alpha Condé, se frotte les mains. L'Union européenne et la Banque européenne d'investissement se sont engagés à financer la réhabilitation du barrage hydroélectrique Garafiri, 75 MW, la centrale de Banéa, 5 MW, celle de Donkeya, 15 MW et les grandes chutes, 27 MW. Il a été question du démarrage des travaux des centrales de Garafiri, Grand Chute, Banéa et des postes sources à Conakry. Et donc le président s'est enquis de connaître l'état d'avancement du projet. Nous lui avons confirmé que les travaux vont débuter rapidement, très rapidement. Les appels d'offres sont en cours de finalisation. Et nous avons évoqué la possibilité d'un financement additionnel de la Banque européenne d'investissement pour la centrale de Donkeya, qui fait partie bien sûr des priorités. Nous avons eu une réunion très utile à ce sujet qui va permettre de faire avancer les choses. Et nous avons également évoqué la nécessité de renforcer l'unité de gestion de ce projet, qui est compliqué puisque géographiquement très étendu et qui pose des problèmes techniques compliqués puisque c'est de la réhabilitation dans des centrales existantes avec des nécessités de coupure bien adaptées afin de ne pas compliquer la situation actuelle. Les enjeux réduisent la subvention que l'État accorde à EDG à hauteur de 1 000 milliards 200 millions de francs guinéens et améliorer la desserte en courant électrique. L'Union européenne et la Banque européenne d'investissement se sont engagés à financer la réhabilitation, le coût de la réhabilitation de tous ces projets, afin que les capacités nominales de ces barrages puissent être rétablies le plus vite que possible pour aider à mieux desservir les populations de Conakry et environnants, mais aussi diminuer les charges, surtout la subvention que l'État guinéen aujourd'hui accorde à EDG sur un montant de 1 000 milliards 200 millions de francs guinéens. Autant dire que le président de la République, le professeur Alpha Condé, poursuit son objectif de sortir la Guinée du déficit du courant électrique dont le pays souffre depuis son accession à l'indépendance en 1958. Le président Alpha Condé a aussi reçu l'envoyé spécial du Premier ministre britannique. Les échanges ont porté sur les relations entre les deux pays et l'élaboration de nouvelles perspectives de coopération. Compte rendu du bureau de presse de la présidence de la République. Les relations de coopération entre la Guinée et le Royaume-Uni d'Angleterre se renforcent davantage et se diversifient. Le président Alpha Condé a eu de fructueux échanges cet après-midi avec l'envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce avec la Guinée.
C'est avec un très grand plaisir que je suis là. On a eu une réunion très fructueuse avec le président. On a discuté de beaucoup de sujets commerciaux et des sujets d'investissement aussi. Donc je repars avec un sentiment de satisfaction par rapport aux relations que la Guinée et le Royaume-Uni pourra encore développer et pour le futur des deux pays. Londres et Conakry veulent ainsi imprimer une nouvelle dynamique à leur coopération. Il est venu rencontrer le président pour exprimer la disposition de la Grande-Bretagne à une plus grande ouverture avec la Guinée pour renforcer le partenariat non seulement diplomatique mais aussi commercial. Et le gouvernement britannique apprécie la vision du président de la République en matière de partenariat et ceci coïncide avec l'intérêt que la Grande-Bretagne a coopéré avec la Guinée. Donc ils ont exploré plusieurs domaines, des domaines directs qui ont impact direct et puis des domaines aussi dans le long terme. Ceci dénote de la crédibilité dont jouit le président Alpha Condé auprès du gouvernement britannique en particulier et des chancelleries occidentales en général. Dans l'actualité nationale encore, le médiateur de la République poursuit sa prise de contact avec les présidents des autres institutions. Un petit marathon pour Mohamed Saïd Fofana qui est allé à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle, sans oublier le gouvernorat de Conakry. Le point avec Moussa Bangoura et Aboubakar Junior Kamara. Rencontrer les acteurs de la vie sociale est une étape importante dans l'exercice de la fonction du médiateur de la République. Après la primature, Mohamed Saïd Fofana rencontre les présidents des institutions républicaines, Cour suprême, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle et le gouverneur de la ville de Conakry. Il s'agit d'expliquer le rôle de son institution avant de tendre la main à tous les acteurs pour dévaloriser la culture de la violence. Après cette phase-là, où nous sommes avec les institutions, nous allons aborder la prochaine étape avec les communes, les citoyens. Nous allons vers les communes, y compris les quartiers, pour expliquer aux citoyens qu'il y a des alternatives pour prendre en charge leurs préoccupations dans les dossiers, dans les contentieux qui les opposent souvent aux administrations, pour que définitivement les Guinéens renoncent à la violence, pour que les débats se transportent dans les bureaux, autour des tables, et, n'est-ce pas, pourquoi pas chez le médiateur. Amadou Simassila est le premier patron du pouvoir judiciaire de la République. Pour lui, les services du médiateur sont plus importants pour la justice. Les services peuvent servir de cadre de prévention des conflits devant les juridictions respectives. Nous avons la volonté de travailler avec le médiateur de la République, d'abord dans notre intérêt, ensuite dans celui de la nation. Et à travers les premiers pas qu'il a franchis jusqu'à maintenant, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Et nous lui avons souhaité bonne chance, bien sûr. Et nous lui avons dit notre soutien. Et nous avons quémandé aussi le soutien de toute la nation pour qu'il puisse mener à bonne fin les activités qu'il a entreprises. Mohamed Saïd Fofana et le président de l'Assemblée nationale ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux institutions respectives. Nous ayons une interface parmi les personnels de l'administration parlementaire qui devra suivre pratiquement au jour le jour les relations entre les deux institutions. Nous le ferons. Et pour le moment, au nom de mes collègues, je voudrais tout simplement vous souhaiter vraiment bonne chance pendant les 7 années que vous aurez à passer à la tête de l'institution. Et avec vous, je suis sûr que le niveau de l'institution va être davantage relevé. À la Cour constitutionnelle comme au gouvernorat, le médiateur demande aux acteurs de la société à s'impliquer dans la médiation à tous les niveaux. Cela pour prévenir les contentieux pouvant conduire à la violence. La Haute Autorité de la Communication s'est entretenue aujourd'hui avec plusieurs responsables de radio et télévision du pays. Au menu de la rencontre, les échanges sur les conclusions du contrôle des radios et télévisions publiques et privées. Un contrôle effectué entre avril et mai 2017. La RTG Coloma y était représentée par son directeur,
général. Nous y reviendrons. Communication maladroite sur les réseaux sociaux. Plusieurs communicants de partis politiques sont actuellement placés sous mandat de dépôt pour incitation à la haine. Dans une déclaration, le parquet de Kaloum fait la situation de la procédure en cours. Suivez. Il a été remarqué depuis quelque temps des comportements hautement répréhensibles et de plus en plus récurrents de personnes mal intentionnées qui utilisent le cyberespace, en l'occurrence les réseaux sociaux, pour produire, diffuser et mettre à disposition d'autrui des images, vidéos, propos injurieux, diffamatoires et même à caractère ethnique ou régionaliste qui portent atteinte à l'unité nationale et à la cohésion sociale dans notre pays. De tels faits ont motivé l'organisation de la société civile, dénommée Cellule Balai Citoyen, à saisir le parquet de Kaloum le 23 mars 2018 d'une plainte contre les nommés Ibrahima Kalou, Amadou Tidjani Diallo, Mamadi Karfomodouya Kaba, Oudboy Koumba Diallo, Mamadou Traoré, Ibrahima Aïssata Bari, Mohamed Lamine Kaba, Lili et Korboya Baldé pour des propos incitant à la violence. Sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale, la dite plainte a été transmise à la Direction nationale de la police judiciaire le 23 mars 2018 pour des fins d'enquête. Au terme des investigations entreprises par ce service, le procès verbal dressé a été transmis au parquet le 11 avril 2018, en même temps que certains suspects. Après examen des pièces de la procédure, le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant un juge d'instruction à l'effet d'instruire sur les faits de production, diffusion et mise à disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système informatique. Disposition d'injures, de menaces et de propos de nature raciste par le biais d'un système informatique. Communication et divulgation de fausses informations par le biais d'un système informatique. Faits prévus et punis par les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de la loi 037-2016 relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel. Ces faits sont articulés contre Mohamed Lamine Kaba et plusieurs autres. Faisant droit aux réquisitions du parquet, Monsieur le juge d'instruction a procédé à l'inculpation et au placement en détention provisoire de 1. Mohamed Lamine Kaba, 2. Ibrahima Kalou, 3. Ibrahima Korboya Baldé, 4. Mamadou Aliou Gouboy Diallo, 5. Mamadou Traoré, 6. Mamadi Kaba. Et a décerné des mandats d'arrêt contre 1. Ibrahima Aïssatou Bari, 2. Amadou Tidjani Diallo, 3. Lili. La procédure suit son cours normal. Les accords de la zone de libre-échange en Afrique viennent d'être présentés à Conakry, exercice piloté par les ministres des Affaires étrangères et du Commerce. Ces résultats présentent des avantages et les acteurs du système commercial présents à ce point de presse ont pris connaissance de quelques-uns de ces avantages. Falilou Diallo.
C'est officiel, après 2 ans de négociations, les accords de la zone de libre-échange en Afrique viennent d'être paraphés récemment à Kigali. Pour pleinement jouer sa partition dans cette compétition et tirer profit de ce marché unique en Afrique, la Guinée compte diversifier son économie. L'agriculture et le renforcement de la compétitivité des entreprises et industries locales pourraient servir de tremplin face à la concurrence forte des autres économies du continent. Pour le moment, nos économies sont émiettées et c'est la consolidation de ces États ou bien ces marchés subdivisés qui fera en sorte que nous soyons forts et nous pourrons être vraiment en bonne position dans les grandes négociations et pouvoir aussi produire et consommer, mais surtout faire en sorte que nos économies soient des économies diversifiées et compétitives. Aujourd'hui, le marché africain a plus d'1 milliard de consommateurs avec une économie estimée à près de 4 milliards de dollars américains. Pour le patron de la diplomatie guinéenne, l'amélioration des échanges sur le continent offre de nouvelles opportunités aux populations locales. Qu'une ère nouvelle s'ouvrait au continent avec les perspectives d'un marché unifié, d'une plus grande industrialisation, d'autosuffisance et de production alimentaire, du développement des infrastructures et ce au profit des populations africaines. Accélérer la procédure de ratification de l'accord, donner mandat à la Commission de l'Union africaine pour la mise en place du secrétariat de la ZLECA de manière transitoire. Engager des campagnes de sensibilisation des populations sur la ZLECA. Pour gagner ce pari en Guinée, une commission est déjà mise en place pour tout mettre en œuvre en vue de doper la production. Toute chose qui passe par la création des infrastructures commerciales, mais surtout la transformation des potentialités en richesses consommables. Le gouvernement guinéen poursuit la mise en œuvre du projet d'appui au secteur des transports. Il s'agit d'un programme qui vise à moderniser les infrastructures et cultiver le civisme. En parlant de civisme, le ministre d'État Oye Guilavogui a choisi un établissement scolaire pour lancer la campagne de sensibilisation. Kerna Ousmane Diallo. Pour prévenir les accidents de la circulation, le ministère des Transports adopte une nouvelle stratégie. Influencer les comportements en misant sur les enfants dans les écoles. Avec des boîtes à images et ses représentations routières, ils apprennent les attitudes à adopter pour éviter les potentiels dangers dans la circulation. Leçon bien assimilée à l'école primaire Tombo 1, qui constitue la première étape de cette campagne de sensibilisation. Pour marcher sur le pavement, on doit regarder en face de la circulation des véhicules. On ne doit pas faire dos aux véhicules. La méthode elle est bonne. Si nous passons par les enfants, eux pourront certainement nous éduquer. L'enfant bide à son père, papa, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on m'apprend à l'école. Comment traverser, comment se comporter sur la route. J'ai tout le temps dit qu'en République de Guinée, il y a une succession de comportements, de père en fils. La vulnérabilité des élèves est l'autre facteur à l'origine de cette sensibilisation. Dans la capitale, 10 établissements scolaires vont être touchés par cette campagne, soutenue par l'Union européenne et qui répond à une des recommandations des États généraux de la circulation routière, organisée en novembre dernier par le gouvernement. Les familles sont à quelques mètres, deux fois même quelques kilomètres des écoles, et qu'il faut traverser plusieurs routes pour y arriver. Et pour cela, donc, les enfants deviennent les plus vulnérables à cause donc, de leur niveau, de leur âge. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'il est temps, à cause du nombre de véhicules sur la circulation et le comportement des chauffeurs quand même sur la circulation, de donner ces conseils et apprendre aux enfants comment traverser la route. C'est une campagne qui est bienvenue, c'est une campagne qui a tout son sens pour que désormais les enfants quittent en paix à la maison pour aller à l'école et retourner pour que les mamans, les parents soient tranquilles, se font moins de soucis pour les enfants lorsqu'ils les quittent. Une campagne qui pourrait pousser à l'élaboration de programmes spécifiques à enseigner dans les écoles du pays pour réduire les accidents de la circulation. En 2017, plus de 3000 cas ont été enregistrés avec 250 morts. Les plages, un patrimoine touristique à mettre en valeur. Le ministre du Tourisme et le gouverneur de Conakry se sont entretenus à ce propos. Ils ont notamment évoqué la mise en place de dispositifs pour promouvoir et sécuriser toutes les plages, surtout les plus fréquentées. Ousmane Ba et Tabansila.
Les plages de Conakry, des lieux de loisirs par excellence pour la jeunesse de la capitale. Après plus de 4 ans de fermeture, ces lieux de détente sont rouverts. C'est pour la promotion du tourisme domestique. Cela a une grande importance pour le secteur du tourisme. D'abord pour le développement du tourisme domestique et ensuite pour le développement du tourisme en général. Les plages étaient fermées à Conakry. J'ai rencontré la dernière fois où je suis venu à Benti pour voir la plage de Salatougou. J'ai trouvé 3 bus d'étudiants venus de Conakry exprès pour séjourner une semaine à Salatougou. Pour éviter d'éventuels risques de débordement comme celui survenu à la plage de Robané il y a quelques années, les autorités engagent une synergie d'action. Le ministre en charge du tourisme reçoit ici le gouverneur de la ville de Conakry. C'est pour discuter de la mise en place d'une stratégie de gestion concertée des plages. On a discuté. Il a apprécié la démarche qui a été menée jusqu'à l'ouverture de ces plages. Et le reste, c'est des commissions que nous allons mettre en place qui vont travailler ensemble pour le bon déroulement de ces plages. Il faut qu'on gère tout ça avec lui, que chacun joue sa partition. Et c'est dans ce sens que je l'ai demandé de venir. Il est venu. Nous avons discuté et puis nous allons mettre une commission en place qui va discuter des petits détails, s'occupant des problèmes de sécurité, de sécurisation des plages. Et nous, notre rôle régalien de s'occuper et d'apporter notre savoir-faire dans la gestion et l'aménagement des plages. Après l'échange sur la réouverture des plages, le ministre a reçu des techniciens de plusieurs départements qui sont liés au tourisme. Dans une plateforme dénommée Compte satellite du tourisme, ces acteurs vont mutualiser les efforts afin de produire des statistiques fiables. Ces données portent sur le nombre de touristes qui visitent la Guinée et les retombées que cela pourrait engendrer sur le PIB de notre pays. Amélioration de la production agricole, la question était au cœur d'une rencontre de 2 jours qui vient de prendre fin. Des acteurs du monde rural se sont concertés pour accroître les rendements et parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Valérie Talimané. Selon une étude réalisée par l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irag, chaque habitant consomme en moyenne 110 kg de riz par an. Cette étude prouve le taux élevé de consommation de cette céréale dans le pays. Pour qualifier cette denrée qui constitue l'aliment de base du Guinéen, des producteurs et consommateurs des 4 régions naturelles du pays échangent à Conakry sur les enjeux et défis de la filière riz. L'initiative est des ONG GRIT et la Maison guinéenne de l'entrepreneur MGE. Si aujourd'hui le riz venant de Bangladesh est plus consommé, c'est parce qu'il est moins cher, en même temps il est propre, il a moins d'impuretés. Nous voulons travailler à cela, faire du riz local guinéen un riz de qualité, un riz compétitif. Pour arriver à l'autosuffisance alimentaire dans le pays, une stratégie d'appui à la filière riz est élaborée par le gouvernement guinéen. L'idée est d'accompagner les agriculteurs à travers l'aménagement et l'exploitation des plaines agricoles estimées à près de 900 000 hectares. L'État ne peut pas faire à la place du producteur. Ce que l'État peut faire, c'est lever certains goulots d'étranglement. C'est la question de la maîtrise d'eau et des aménagements de terre. C'est faciliter l'accès aux intrants et à la mécanisation des travaux. Mais le reste revient à chaque producteur, où qu'il soit. En Guinée, les producteurs s'engagent à accroître le rendement de leur production en vue de satisfaire les consommateurs. Cependant, l'accès à la terre, la mécanisation de l'agriculture et la transformation du riz demeurent des préoccupations des producteurs. Il y a des insuffisances. Nous voulons nourrir la population guinéenne, mais sans équipement, c'est-à-dire l'équipement commence par l'accès à la terre, les facteurs de production, nous ne pouvons pas y arriver. Sinon, la Guinée, nous pouvons nourrir les Guinéens et nous pouvons exporter même au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La politique nationale de développement agricole 2016-2025 prévoit d'accroître la production du riz local en passant de la production de consommation à la production d'exportation. Pour concrétiser cette ambition, les producteurs procèdent à la signature d'un engagement sur le respect de la charte portant organisation et structuration de la filière riz. Un document de 37 articles repartis en 8 chapitres qui devrait permettre de qualifier le riz guinéen conformément aux attentes des consommateurs.
La forêt de Demoudoula, un travail de restauration du couvert végétal est en cours, mais le gros du défi reste la poursuite de l'opération enclenchée il y a quelque temps, c'est-à-dire la démolition des habitations à l'intérieur de la forêt. Où en est-on réellement? Abdoulaye Diallo. La poursuite de la démolition des occupations illégales dans la réserve de Demoudoula suscite des interrogations. 10 mois après le déclenchement des opérations de déguerpissement le long du lit naturel du cours d'eau, quelques habitations narguent la volonté publique exprimée. Pourtant, un communiqué du ministère de l'Habitat rassure qu'un service technique devrait poursuivre l'opération de libération de la réserve. Mais pour ce riverain, Demoudoula reste un défi environnemental. Le seul élément maintenant qui manque à la rivière, c'est la forêt. C'est la forêt, cette forêt qui tenait compagnie à la rivière, qui la permet de se maintenir, qui la permet de passer tout ce temps qu'il a passé là. Vraiment, aujourd'hui, cette forêt, elle n'est pas là et elle nous manque à nous, les humains, et je parie qu'elle manque aussi à la rivière. Au cours d'une récente visite de terrain sur le site, le chef du département de l'habitat a réitéré l'engagement de l'État à poursuivre la campagne de démolition des emprises. L'action n'épargnerait aucune habitation installée sur les rives officielles du cours d'eau et dans les limites de la réserve écologique. Moi, je ne suis pas celui qui va travailler en tenant compte de telle personne. L'objectif, c'est de faire en sorte que la mission qui m'est confiée par le chef de l'État soit réussie et nous allons utiliser tous les moyens pour que tous ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière soient dégagés. Et ça, je ne personnifie pas, je ne veux pas que ce soit le débat personnifié. Il ne faut pas que les gens se mettent dans un esprit, oui, il y a tel directeur qui est ici, il y a tel ministre. Les maisons qui ont été cassées, il y a beaucoup de hauts responsables à Demoudoula, beaucoup de hauts responsables. On m'a montré tout à l'heure une maison qui appartenait à l'ancien secrétaire général du CNDD. Ça a été cassé. Il y a beaucoup de maisons qui ont été cassées. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va personnifier les choses. La chose la plus importante, c'est de faire en sorte que les vies soient sauvegardées, que la nature et les propriétés de l'État soient sauvegardées. En dépit des alertes et premières actions, la forêt de Demoudoula est toujours victime d'envahissement par les constructions illégales et anarchiques. La forêt a disparu totalement il y a 3 ans. La synergie d'action des services de l'habitat et des eaux et forêts, déclenchée par une première visite du chef de l'État sur le site, est le seul espoir de restauration de bassins hydrauliques et de la réserve écologique de Conakry. Je vous le disais dans les titres, la restauration du couvert végétal est un travail qui est en cours. Le ministère de l'Environnement souhaite redonner à la forêt de Demoudoula sa verdure d'antan. Mamadou Alpha Baldé. Ces images datent de juin 2017. Alors que les machines du génie militaire sont encore en action, la restauration du site écologique de Demoudoula est engagée par le département en charge de l'environnement et ses partenaires comme la filière bois. 11 mois après, les jeunes plants à croissance rapide sont sortis de terre et continuent leur développement. Environ 6 hectares ont été reboisés. L'entretien reste le principal défi. La présence des éco-gardes de la section de Ratoma est régulière sur le site pour protéger les jeunes plants. Vraiment, il y a une reprise effective des plants. Les zones humides ont une grande importance sur le plan écologique. La tête de source doit être protégée parce que s'il n'y a pas de végétation, nous allons vivre l'érosion. Ça va remplir les lits des cours d'eau. En fin de compte, le cours d'eau va disparaître. Donc, c'est très important d'assurer une couverture avec, comment dirais-je, c'est ça, le microclimat, tout ça, la fraîcheur. En tout cas, à notre niveau, au niveau de la Direction nationale de géoforêt, au niveau de l'environnement, les dispositions sont prises pour assurer un contrôle régulier. À côté de cette future forêt, 2 dangers. Le retour progressif de certains riverains, béton et biodiversité ne font pas bon ménage. À cela s'ajoutent des feux dont l'origine reste à déterminer. La nuit du vendredi passé, il y a des délinquants qui sont venus mettre le feu. Il y a certains qui pensent qu'ils peuvent revenir. C'est pourquoi certains ont commencé à reconstruire les murs qui ont été démolis. Le passage là, ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde. Les têtes de source
Les plantations que nous réalisons, c'est pour assurer la régularité du cours d'eau. Le poumon vert de Demoudoula s'étend sur une 50aine d'hectares. Les services des eaux et forêts promettent le retour du couvert végétal en fonction des espaces qui seront libérés par les services de l'habitat pour que l'eau intarissable de la rivière de Demoudoula coule à jamais. Vers la mise en place d'une stratégie de sécurisation des aires protégées, le gouvernement et l'Union européenne pilotent le projet, une bouffée d'azote pour nos forêts primaires. Ousmane Ba. La Guinée regorge de la plus importante biosphère de la sous-région ouest-africaine. Sa préservation s'avère impérative à l'heure des enjeux climatiques mondiaux. Le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour soutenir les aires protégées et renforcer la sécurité environnementale. C'est dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, un projet qui concerne tous les acteurs impliqués dans la gestion de la biodiversité, y compris les communautés à la base. Rien ne peut se faire sans l'implication des communautés à la base. Toutes ces communautés qui vivent autour de ces 12 sites seront évidemment impliquées. Elles seront sensibilisées aux meilleures pratiques de conservation, elles seront formées, elles seront outillées et on leur donnera une solution alternative par rapport à ce qu'elles font en ce moment dans le cadre de la dégradation de l'environnement. Un projet qui va intervenir dans environ 12 aires protégées, toutes catégories confondues en Guinée, et qui permettra d'équiper ces aires protégées, de les gérer et de placer les corps de conservateurs de la nature pour une bonne gestion de ces sites et bien entendu donc aider à appuyer les communautés riveraines de ces aires protégées aussi. Surveillance, protection et valorisation des aires protégées est l'une des 4 commissions qui seront mises en place. Djama, Djeke, oui, si on est là pour protéger ces aires, c'est pour une multitude de raisons. Il y a la protection de la biodiversité, mais aussi la protection de ces aires comme régulateur du climat et des cours d'eau. Quand on parle surtout d'une forêt primaire, donc celle qui est là naturellement depuis des siècles et des siècles, toute pénétration dans cette forêt peut avoir des conséquences. Arracher quelques arbres dans une forêt dans son état naturel ouvre des couloirs dans la forêt et peut avoir des conséquences. Ce projet est financé à hauteur de 5 700 000 € par l'Union européenne. Il va toucher 12 sites à travers le pays et va s'étendre sur une période de 4 ans. Enfin, les fils de Beila dans le Konya ont décidé de se mettre tous au service de la paix. Le linge sale a été lavé en famille et les demandes de pardon acceptées. Ils décident désormais de vivre en harmonie pour développer leur préfecture. Moussa Komara. Beila, cette ville historique et berceau du Grand Konya était divisée jusque-là. Beila, Sobakono et Diakolodou. Sur cette place des martyrs, les filles se retrouvent pour consolider le tissu social. Un chameau est immolé, plus de 100 imams et érudits de la localité sont mobilisés pour implorer la grâce divine. Nous avons, au cours de ce sacrifice, formulé des vœux pour la prospérité de tous les Konyankais, où qu'ils soient dans leurs différentes entreprises. Nous avons formulé également des vœux pour la paix dans notre pays, pour une bonne santé pour notre président de la République, afin qu'il puisse mener à bien toutes les actions qu'il a entreprises pour notre pays. La division entre les fils de Beila appartient désormais au passé. À l'unanimité, Elhadj Abdoulaye Berité est intronisé comme notable de Beila et Vamounia Kourouma, président du Conseil des sages, ce qui est une première. J'ai trouvé un tissu déchiré où les deux entités, Yakoldo Sobakono, Beila Sobakono, ne voudraient pas se sentir fidèles à l'instruction de M. le Président de la République, mais aussi à la formation sociale que j'ai reçue auprès des sages de la coordination du Mandé.
j'ai eu à mettre en profit avec mes collaborateurs pour essayer de faire un dénouement entre ces deux localités. L'émissaire du président de la République est d'avis et en appelle également au renforcement de la cohésion sociale. Nous avons reçu des instructions de nos grands-pères, de nos frères à Conakry pour participer à l'organisation de ce jour. Et nous sommes sacrifiés à ça à le faire. Donc si ça réussit, nous avons de quoi être satisfaits pour ça. Nous demandons seulement et prions le Dieu le Tout-Puissant, Allah, que tout ce qui a été formulé comme bénédiction, tout ce qui a été sollicité du côté de Dieu pour ce pays, pas seulement pour le Konya, mais pour toute la Guinée. Aujourd'hui, une nouvelle page d'histoire est écrite. Venus de tous les horizons, ces fils de Konyans repartent avec espoir et s'engagent à relever les grands défis liés à l'essor de la localité. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis Lille en France et partout ailleurs dans le monde. Bonsoir. On cherchait, on a trouvé. Moubarafing, 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 Moubaratou. Amparangiri.